Bonjour à tous, donc je suis Alain Kiyindou, je suis professeur à l'université Bordeaux-Montaigne et je m'occupe d'une chaire UNESCO, la chaire UNESCO pratique émergente en technologie et communication pour le développement. Donc il travaille justement sur le lien entre les technologies numériques, puisque l'intelligence artificielle fait partie du numérique avancé, et les pays en développement. Voilà, je suis également président d'un nouveau réseau qui vient d'être créé, qui est le réseau de recherche francophone sur l'intelligence artificielle, qui est un réseau de l'Agence universitaire de la francophonie, qui a pour but donc unir des efforts de recherche dans le domaine de l'intelligence artificielle et avoir une recherche d'excellence francophone dans ce domaine. Donc, je vais vous entretenir aujourd'hui sur de, de la stratégie africaine de l'intelligence artificielle. Voilà, donc c'est un travail qui va s'appuyer sur un certain nombre de documents que nous avons déjà produits au sein de la chaire UNESCO et nous organisons, comme vous, des colloques tous les 2 ans sur les questions qui sont liées à l'intelligence artificielle. Je voudrais déjà vous avertir que mon regard est un petit peu différent du vôtre, puisque je ne suis pas informaticien, mais je m'intéresse à tout ce qui est numérique et à tout ce qui est intelligence artificielle. Mon regard est plutôt un regard sciences humaines et sociales, donc qui va être un regard un petit peu plus macro que le vôtre. Alors, qu'est-ce que l'intelligence artificielle en fait? Je sais que vous savez ce que c'est, mais je voudrais quand même commencer par préciser cette question et en m'appuyant sur euh, la définition donc, que donne l'UNESCO sur cette question, c'est tout simplement un ensemble de technologies avancées qui permettent donc à des machines d'imiter certaines fonctionnalités de l'intelligence humaine. Donc tout ce qui est perception, tout ce qui est apprentissage, tout ce qui est raisonnement, tout ce qui est résolution de problèmes, interaction linguistique et même production d'un travail. Voilà, donc la définition est tout à fait simple, mais la perception qu'on a de cette technologie, de l'intelligence artificielle, peut varier en fonction des individus, voire même en fonction des pays. Là, si on regarde un certain nombre de penseurs sur cette question, on va se rendre compte qu'effectivement, que pour certains, l'intelligence artificielle, c'est quelque chose de très important qui va révolutionner le monde. Pour d'autres, c'est un danger pour lequel il faut se méfier, hein, même si une fois qu'on a dit ça, on continue à investir dans le domaine. Et pour le maître du Kremlin, l'intelligence artificielle, c'est simplement quelque chose à maîtriser, dans la mesure où celui qui va arriver à maîtriser l'intelligence artificielle va maîtriser le monde. Donc on voit qu'il y a quand même des enjeux énormes derrière cette question de l'intelligence artificielle, d'où la nécessité de prendre cette question à travers plusieurs approches. Euh, L'intelligence artificielle, je disais tout à l'heure, n'est pas perçue de la même manière parce que on a confiance ou pas à ces avancées, à ces évolutions qu'on est en train de vivre actuellement. Et quand on regarde ces enquêtes, les enquêtes qui ont été menées par Statista, par exemple, on se rend compte que c'est dans les pays en développement où on a le plus confiance à l'intelligence artificielle. On va voir que c'est en Inde qu'on va avoir beaucoup confiance, en Chine, en Afrique du Sud, au Brésil. Et les pays occidentaux viennent un petit peu vers la fin. C'est peut-être parce que nous avons beaucoup de besoins que nous n'avons pas réussi à résoudre, à solutionner jusque-là, et on compte sur l'intelligence artificielle pour pouvoir arriver à nos fins et sortir de ces questions qui nous minent jusqu'à présent, qui sont liées à notre état de pays en voie de développement. J'ai essayé de mener une enquête pas très exhaustive, mais auprès de 10 pays africains, en posant des questions à des spécialistes de l'intelligence artificielle. Et là, ce qui apparaît beaucoup plus comme terme associé, c'est que l'intelligence artificielle, c'est le futur, c'est l'avenir. Mais on a aussi beaucoup de non-réponses. Cela signifie quand même que on ne sait même pas, on ne sait pas vraiment ce que c'est. On se pose beaucoup de questions sur cette question, même si quelque part on a beaucoup d'optimisme et beaucoup d'attentes vis-à-vis de l'intelligence artificielle.
Alors, pour remonter dans l'histoire, je pense que cette question de l'intelligence artificielle, pour l'associer à toute cette démarche dans laquelle la Tunisie a été très fortement impliquée, qui constitue donc le sommet mondial sur la société de l'information. Et également, un autre événement important aussi dans lequel le Maroc a été impliqué, c'est le Forum sur l'intelligence artificielle en Afrique. Je pense que ce sont deux éléments, deux moments majeurs qui vont déclencher la conscience ou la nécessité de mettre en place le numérique et la technologie au service des besoins qui sont les nôtres. Alors, le sommet mondial sur la société de l'information, vous vous en souvenez, s'est tenu en 2003 à Genève et ensuite en 2005 à Tunis, en terminant par un certain nombre, un agenda qu'on appelle l'agenda de Tunis, mais surtout cette volonté incarnée par le président du sommet, qui est le Malien Adama Samasekou, qui consistait à penser que nous avons là, grâce au numérique, la possibilité de résoudre un certain nombre de problèmes qui se posent à nous et que l'Afrique, en particulier, devrait se saisir de cette possibilité que mon collègue qui est intervenu hier appelait le leapfrogging, c'est-à-dire le saut de grenouille, pour pouvoir sauter les différentes étapes et régler un certain nombre de problèmes qui se posent à nous. Et c'est aussi dans cette logique qu'on va mettre en place un certain nombre d'actions, un certain nombre d'associations comme Axis en Afrique, qui a fait un travail merveilleux dans le développement du numérique dans le continent. Et partant sur cette lancée, un autre Africain que je tiens à féliciter ici, M. Edouard Matoko, qui est le directeur Afrique de l'UNESCO, va s'emparer de cette question pour organiser en 2018 un sommet à Benguerir qui va là se focaliser sur la question de l'intelligence artificielle et montrer aux Africains la nécessité de s'emparer de cette question, de mettre en place des stratégies pour pouvoir sortir l'Afrique, en tout cas, de la situation dans laquelle elle se trouve aujourd'hui. Alors, c'est une situation qui n'est pas très élogieuse, en fait, quand on compare avec ce qui se fait dans le reste du monde. On a ici quelques éléments du contexte qui peuvent nous montrer notre positionnement. C'est vrai qu'on a beaucoup de possibilités, beaucoup d'opportunités sur le plan économique. On peut fortement bénéficier de l'intelligence artificielle, mais aujourd'hui, on se rend compte qu'effectivement, on ne pèse pas lourd dans cette bataille dans laquelle il y a les GAFAM, il y a la Chine, il y a les États-Unis d'Amérique et un certain nombre de pays, même si on a pris conscience de la nécessité d'investir dans ce domaine pour pouvoir bénéficier un petit peu de ce gâteau-là, effectivement. Alors, il y a ces événements que j'ai évoqués tout à l'heure qui ont permis d'attirer notre attention sur la question du numérique, mais on se rend compte aussi qu'il y a encore du travail à faire en termes d'adoption de l'intelligence artificielle dans notre continent. On va se rendre compte qu'en Afrique, on se pose encore des questions. On est en train d'évaluer le bénéfice de l'intelligence artificielle, mais très peu de pays africains se sont engagés effectivement dans cette aventure de l'intelligence artificielle. Et là, donc, cette carte que je projette ici montre également comment est-ce que l'Afrique est préparée à l'adoption de l'intelligence artificielle. Et donc, quand on compare avec les autres continents, là aussi, on voit effectivement le gap qui existe, mais ça nous permet également de voir aussi quelques pays qui essaient de faire un certain nombre de choses. C'est le cas notamment de l'Afrique du Sud qui est un petit peu en avance dans ce domaine-là. Voilà, donc l'intelligence artificielle, c'est un marché. Et ce marché, nous devons nous l'approprier. Et pour nous approprier ce marché-là, il va falloir mettre en place une démarche, une stratégie, un plan d'action. Alors, l'intelligence artificielle n'est pas seulement une question d'économie, même si j'ai beaucoup parlé d'économie ici, mais c'est aussi une question de souveraineté nationale, souveraineté continentale, mais c'est aussi une question de développement social. Et c'est pour cela que les stratégies qui sont mises en place jusque-là intègrent ces différents aspects. Alors, donc, il est vraiment nécessaire
de mettre en place ce qu'on appelle une stratégie de l'intelligence artificielle. Alors moi, je ne parle pas uniquement de stratégie nationale de l'intelligence artificielle. Je pense qu'il est temps de passer à un autre stade. Et ça, c'est mon message principal. C'est-à-dire que nous avons jusque-là commencé à mettre en place des stratégies nationales de l'intelligence artificielle. C'est bien, mais nous avons besoin d'une certaine harmonie continentale qui nous impose aujourd'hui à passer à une stratégie africaine de l'intelligence artificielle qui pourrait permettre de faire correspondre nos différents cadres juridiques, qui va permettre de harmoniser les différentes décisions qui sont mises en place dans le développement de l'écosystème de l'intelligence artificielle. Alors, c'est quoi une stratégie? Donc, une stratégie, c'est simplement un plan d'action qu'on va mettre en place. C'est une feuille de route qui va nous permettre de mieux développer l'intelligence artificielle dans nos différents pays, de façon à être un petit peu plus opérationnel et également aller plus vite dans la mise en place ou dans le développement de cette intelligence artificielle. Donc, pour cela, il faut être préparé, il faut faire un certain nombre de travaux également pour pouvoir diffuser quels sont les besoins, partager les différentes expériences qui ont été mises en place jusque-là. Et on va également se rendre compte à ce niveau qu'effectivement, je ne vais pas commenter tous les travaux, mais qu'il y a encore fort à faire. Voilà, là, je vous présente très rapidement le panorama des pays qui sont engagés dans la démarche de l'intelligence artificielle. Et on peut voir dans le slide suivant les pays qui sont réellement engagés dans une stratégie nationale de l'intelligence artificielle, donc des stratégies sur lesquelles on pourrait se baser pour mettre en place un cadre panafricain de l'intelligence artificielle. Donc, parmi les avant-gardistes, dès 2018, on a l'île Maurice déjà qui s'est engagée dans la mise en place d'une stratégie nationale. On a vu l'Égypte, on a vu le Kenya, et même des pays qu'on n'aurait pas soupçonnés, comme la Sierra Leone, se sont engagés également dans cette démarche-là. Nous avons l'Algérie et également la Tunisie qui sont engagés dans une stratégie nationale en matière d'IA. C'est quand même, on a l'impression que ce n'est pas grand-chose, mais on se rend compte quand même qu'il y a une dynamique qui est en train de se mettre en place et on espère que cette dynamique en question va essaimer de façon à sorte qu'il y ait plus de pays qui se mettent dans cette démarche en question. Alors, moi, quand je parle de stratégie panafricaine de l'intelligence artificielle ou de stratégie africaine d'intelligence artificielle, c'est une stratégie qui doit être basée sur un certain nombre de leviers, basée sur un certain nombre de fondements. C'est le thème fondement que j'ai évoqué tout à l'heure. Donc, comment mettre en place une stratégie africaine de l'intelligence artificielle? D'abord, c'est la clarté, mettre en place une stratégie qui soit claire avec, là je prends l'exemple du Bénin, la stratégie du Bénin, avec vraiment une vision stratégique qui rejoint les objectifs et les priorités nationales, avec un cadre programmatique qui permet de voir la cohérence entre la vision et le plan qui est mis en place, qui prend en compte la question des ressources, aussi bien les ressources financières que les ressources humaines, ainsi que les aspects qui sont liés donc à la mise en œuvre de cette stratégie. Alors, une stratégie claire, ça veut dire quoi? Ça veut dire également que l'Afrique ne doit pas se contenter des stratégies importées. Au départ, l'habitude a été, en tout cas la tendance a été d'essayer de voir ce qui se fait ailleurs pour pouvoir refaire la même chose dans notre pays. Si je prends le cas du Bénin, que je connais un peu, quand il s'agit de mettre en place la stratégie de l'intelligence artificielle, il y a un appel d'offres qui a été lancé et c'est un cabinet étranger qui a remporté cet appel d'offres pour travailler sur cette stratégie nationale. Alors, on devrait s'attendre à ce que ça soit une stratégie qui part du bas vers le haut, c'est-à-dire qui met
en branle, qui fait travailler tout l'écosystème du numérique pour essayer de voir quels sont les besoins et comment est-ce que l'intelligence artificielle peut être mise en relation avec les besoins en question. Donc ça, c'est une erreur, première erreur à éviter, hein, c'est au niveau de la démarche de mise en place de cette stratégie, parce qu'une stratégie doit être appropriée par les personnes qui sont concernées par cette stratégie-là. Même si c'est souvent très facile de faire venir un cabinet qui va nous pondre une vingtaine de pages, une centaine de pages, qu'on va appeler une stratégie nationale. Une stratégie de ce type va être enterrée, va rester dans les tiroirs et aura du mal à être mise en place. La stratégie que je propose, en tout cas que je souhaite, doit être en accord avec les priorités de l'Union africaine. Et les priorités de l'Union africaine, on les connaît. Donc, en lien avec la croissance économique, en lien avec le renforcement des capacités, en lien avec les questions agricoles, la création de l'emploi, la question du genre, qui est également une question centrale, surtout dans certains pays plus que dans d'autres, les questions de bonne gouvernance qui doivent également être prises en compte. Donc, ça permet également de donner à l'Union africaine la matière à moudre, en fait. C'est l'Union africaine qui, en principe, devrait s'approprier cette problématique pour mettre en place un cadre de l'intelligence artificielle qui pourrait être décliné dans d'autres pays, puisque les réalités ne sont pas les mêmes, mais on pourrait avoir un cadre commun qui permettrait de faciliter l'harmonisation des différentes stratégies qui seraient mises en place. Donc là, il y a quand même une petite réflexion qui a été menée jusque-là au niveau de l'Union africaine, qui permet de montrer également les parties qui devraient constituer un cadre réglementaire favorable pour accompagner ce que pourrait être l'intelligence artificielle. Donc, le cadre juridique, effectivement, c'est quelque chose d'important pour que l'intelligence artificielle puisse se développer en Afrique. Alors, quand on regarde le panorama en fait général, on peut voir ici effectivement que quelques pays déjà ont commencé à mettre en place des lois qui vont permettre d'encadrer le développement de l'intelligence artificielle, même si certains ont encore du grain à moudre. Mais de façon générale, dans tous les pays africains, on a un cadre qui existe, qui ne demande qu'à être amélioré, qui ne demande qu'à évoluer. Donc, dans ce cadre qui existe, donc, en fait, il y a toutes les instances qui permettent d'accompagner de façon générale le développement du numérique avancé. On va y trouver parfois des conseils nationaux du numérique, on va trouver des autorités de régulation, on va trouver des agences spécialisées dans la sécurité de l'information qui vont s'occuper des questions de cybersécurité. Le cadre existe. Et on va trouver également les lois qui permettent de faire fonctionner tout cela. Donc les lois sur la cybersécurité, des lois sur la protection de la vie privée, des lois sur les transactions électroniques, les lois sur la liberté d'expression, les lois sur la protection des mineurs. On a tout ce cadre juridique, effectivement, qui existe. Mais quand on examine ces lois de façon générale, on ne fait nullement, on n'évoque nullement la question de l'intelligence artificielle. Donc le travail qui consiste à adapter ces lois-là est un travail qui peut être fait de façon très rapide, de façon à ce que le cadre juridique soit vraiment conforme aux besoins et aux réalités de l'intelligence artificielle. Alors, le deuxième point sur lequel on devrait travailler et faire très attention, c'est mettre en place, en tout cas, mettre en place une stratégie qui encouragerait un écosystème innovant basé donc sur l'innovation. Donc, ça pourrait reposer, et ça repose déjà dans beaucoup de pays, sur un certain nombre de mesures d'accompagnement, comme des lois Startup Act qui existent déjà, des mesures d'accompagnement pour les levées des fonds, des applications qui sont adaptées à des populations,
Et tout cela devrait reposer également sur le talent des hommes et des femmes. Et nous savons qu'en Afrique, on a beaucoup de talents. On a beaucoup d'applications qui existent. Toute la difficulté qu'on a, c'est d'arriver à lever les fonds nécessaires pour faire fonctionner l'écosystème de l'intelligence artificielle. Quand j'ai eu des échanges avec les collègues qui sont impliqués dans ce domaine-là, l'une des difficultés, en fait, c'est effectivement d'accéder à ces fonds qui sont généralement à l'étranger. Mais cette difficulté vient souvent d'une certaine méconnaissance de l'existence de ces fonds et d'un manque d'accompagnement dans les procédures de levée de fonds. Donc, la stratégie à mettre en place devait mettre l'accent sur cet accompagnement en question. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on a des applications qui existent déjà et que ces applications sont très en lien avec les besoins de l'Afrique, donc que ce soit dans le domaine de la santé, que ce soit dans le domaine agricole, que ce soit dans le domaine de l'éducation. On a beaucoup d'applications qui existent, mais comme je le dis toujours, on a des bons inventeurs, mais ce qu'on a du mal à avoir en Afrique, c'est une dynamique collective qui puisse permettre d'arriver à un développement économique dans le domaine, d'où la nécessité d'encadrer effectivement cette dynamique-là. J'ai eu des discussions avec des personnes de talent qui incarnent aujourd'hui le développement de l'intelligence artificielle en Afrique. Je pense ici à Muntaga Keïta, puisque la Guinée est à l'honneur à ce forum. C'est un jeune Guinéen qui a décidé de rentrer des États-Unis où il occupait un poste confortable pour la Guinée et allait s'investir également dans le domaine de l'intelligence artificielle dans son pays. On peut citer ici, ce n'est pas la peine, je pense, de s'arrêter sur Karim Beguir, puisqu'il sera là demain, mais on peut évoquer aussi William Elan, qui n'a pas pu venir, qui devait être ici dans le cadre de ce forum, qui est un jeune Camerounais qui aujourd'hui ambitionne de créer le concurrent de ChatGPT et qui a déjà réalisé beaucoup de choses intéressantes dans le domaine des drones en Afrique. Et il n'y a pas que des hommes, il y a aussi des femmes de talent qui existent. Je pense ici à tous les entretiens que j'ai eus avec Véronique Bounché au Cameroun, avec Thérèse Kirongozi, qui a mis en place ce qu'on appelle les robots de circulation, ou Makena, qui a créé au Kenya le plan de signal. Alors, pourquoi j'évoque ces personnes-là? Ça me permet simplement de pointer le doigt sur un certain nombre d'insuffisances sur lesquelles les stratégies à mettre en place devraient s'appesantir. William Elan, en discutant avec lui, me fait comprendre que l'écosystème africain ne permet pas de faire éclore facilement les startups du numérique. Et donc, pour cela, il a été obligé de déménager du Cameroun pour aller vivre en France de façon à avoir beaucoup plus de facilité. Et donc, je pense qu'il faut renforcer davantage les dispositifs d'accompagnement. Je ne pense pas uniquement aux incubateurs, mais mettre en place tout ce qui doit être fait pour accélérer les startups africaines. J'ai longtemps discuté avec Muntaga Keïta, le Guinéen. Sa principale difficulté, c'est d'accéder à un certain nombre de marchés. Ce qu'il m'a expliqué, c'est que pour compétir sur certains marchés, on a besoin de montrer qu'on a un capital suffisant. Et lui, il n'arrive pas, parce que parfois on lui demande 300 000 $ avant de répondre à un appel d'offres. Je savais que c'est une pratique qui existe. Et ça, c'est un frein. Donc, c'est également la stratégie qu'on va mettre en place, devrait également pouvoir penser à ce genre de mécanisme pour pouvoir aider les startups qui n'ont pas suffisamment de fonds pour pouvoir compétir à ce niveau-là. Kirongozi, elle, m'évoque la question de la confiance. Je crois que ça, c'est très important. Il faut faire en sorte que les Africains aient confiance en eux-mêmes. Kirongozi a fabriqué des robots qui permettent de faire la circulation à Kinshasa, qui fonctionnent très bien. Ça fait la fierté de l'Afrique. Il y a eu beaucoup d'émissions à la télévision, dans les télévisions étrangères sur elle, mais elle n'arrive pas à vendre ces robots en question dans d'autres pays que chez elle-même.
Parce que tout simplement, en Afrique, on va avoir plus tendance à aller acheter des outils, du matériel qui vient de l'extérieur, mais on ne fait pas confiance à ce que l'Afrique produit. Donc là, je pense qu'il y a aussi un travail de conscientisation à mener pour pouvoir faire en sorte que cette dynamique africaine puisse prendre. Si je peux prendre un autre exemple qui n'a pas grand-chose avec, oui, qui a quand même quelque chose à voir avec l'intelligence artificielle. Dans le cas du réseau que je dirige, nous avons mis en place une bourse de mobilité sud-sud que nous avons publiée, que nous avons diffusée pour les étudiants. Ça permet, par exemple, aux étudiants tunisiens d'aller en Égypte ou d'aller au Cameroun pour aller travailler avec des laboratoires d'un autre pays africain. Ben, c'est une bourse, c'est un appel qui n'a pas eu beaucoup de succès parce que les personnes sont plus intéressées d'aller vers le nord que de circuler dans le sud. La stratégie africaine de l'intelligence artificielle doit s'appuyer sur une politique de données de qualité. Ça a été évoqué tout à l'heure. L'intelligence artificielle n'existe pas sans des données de qualité. Et nous avons un véritable problème en Afrique pour avoir des données de qualité. Véronique Bounché, que j'ai évoquée tout à l'heure, m'a expliqué qu'elle a mis en place un système, une application qui permet de détecter le cancer. Et pour cela, elle a fait appel, elle a utilisé des bases de données, mais malheureusement, les bases de données auxquelles elle a eu accès sont des bases de données internationales. Ce ne sont pas des bases de données africaines, pas de bases de données camerounaises. Donc, son modèle qui fonctionnait très bien sur le mode virtuel, quand il a s'agi de l'appliquer au Cameroun, il y a eu beaucoup d'erreurs parce que les données qui ont été utilisées pour entraîner son algorithme sont des données américaines. Alors, donc, comment mettre en place une stratégie de données africaine? Pour mettre en place une stratégie de données africaine, il y a un cadre déjà qui existe, qui a été mis en place par l'Union africaine, que tout le monde doit s'approprier de façon à ce qu'il y ait une harmonie dans cette politique de données africaine. Mais il y a également des investissements à faire et également il y a un travail de conscientisation à faire de façon à ce que toutes les données qui se perdent puissent être récupérées. Alors, il y a beaucoup de données qui sont financées par les fonds publics. Et ces données ne sont toujours pas disponibles, alors que c'est des données qui peuvent aider les start-upers. L'exemple de la Côte d'Ivoire est intéressant. En Côte d'Ivoire, on a mis en place un comité d'accès à l'information publique, avec des référents qui permettent de répondre à toutes les questions et surtout de surveiller tous les ministères pour qu'ils puissent mettre à la disposition du public toutes les informations produites avec les fonds publics. Et donc ça, c'est une expérience qui peut être partagée dans d'autres pays, parce qu'il y a beaucoup de pays dans lesquels ce dispositif n'existe pas, ou pour trouver des informations qui relèvent de la production publique, c'est vraiment la croix et la bannière. Alors, la question des infrastructures s'est toujours posée, effectivement. Pour développer l'intelligence artificielle, nous avons besoin de nous appuyer sur des infrastructures qui marchent, qui évoluent sur des data centers, mais aussi sur les supercalculateurs. Il y a des pays qui ont investi sur ces infrastructures. Je pense au Maroc, je pense à la Côte d'Ivoire, je pense à la Tunisie, je pense au Sénégal qui vient d'acquérir un supercalculateur de dernier cri qui est situé à Diamniadio. Ce supercalculateur, effectivement, permet de répondre à une vision stratégique du gouvernement, à un développement, au problème du développement du pays. Mais aujourd'hui, la réalité montre que c'est un supercalculateur qui a coûté beaucoup d'argent et qui est sous-utilisé. Et moi, là où je voudrais mettre l'accent, c'est la question de la mutualisation des ressources, la question de la mutualisation des infrastructures. Il faut aujourd'hui arrêter de fonctionner au niveau national. Nous sommes dans un monde internationalisé. Les pays de la sous-région peuvent se mettre ensemble pour acquérir un supercalculateur et l'utiliser et le partager. La preuve, c'est que le Sénégal a investi et qu'aujourd'hui, cette infrastructure qui coûte très cher, qui est très précieuse,
précieuse est sous-utilisée. On pourrait dire la même chose des formations qui se multiplient actuellement. Chacun veut avoir sa grande école d'excellence sur l'intelligence artificielle, alors qu'on peut créer des écoles sous-régionales. Donc, panafricanisme, mutualisation, ce sont en tout cas les mots-clés de mon intervention. Et pour terminer, tout cela doit se reposer sur une formation et sur une recherche de qualité. Nous avons de plus en plus des formations qui existent dans le domaine de la robotique, du big data, de la cybersécurité. On arrive à tout trouver aujourd'hui en Afrique. Mais ce qu'il faut encore accentuer, pour ne pas revenir sur la même chose, c'est la mobilité intra-africaine, mais c'est aussi la collaboration entre les pays. Un exemple que je cite toujours, qui n'a rien à voir avec l'intelligence artificielle, mais j'ai été celui qui a mis en collaboration, moi je suis en France, j'ai des collègues qui travaillent sur les mêmes problématiques que moi au Congo-Brazzaville et d'autres collègues qui travaillent sur les mêmes problématiques au Congo-Kinshasa. Kinshasa et Brazzaville sont les deux capitales les plus rapprochées au monde. 4 kilomètres les séparent. En 5 minutes, on a fait la traversée. Mais les collègues de Brazzaville et de Kinshasa, c'est moi qui les ai mis en liaison, en lien, parce qu'ils ne se connaissaient pas et ils ne travaillaient pas ensemble. Alors que les collègues de Kinshasa travaillaient beaucoup avec la Belgique et les collègues de Brazzaville travaillaient beaucoup avec la France. Donc, je crois que c'est un travail de fond à faire pour qu'on puisse facilement traverser nos frontières, travailler ensemble, mettre en place cette mutualisation qui est nécessaire à la mise en place d'une stratégie africaine de l'intelligence artificielle. Et c'est mon dernier mot. Merci beaucoup, professeur Alain Kiyindou, pour cet exposé. Est-ce qu'il y a des questions? Oui. Alors les filles, on a un monsieur devant qui a levé la main et quelqu'un derrière. Merci. Bonjour à tous, bonjour l'assistance. C'est Jules Dessau, je suis un ancien de l'INSA de Rouen, Normandie. Je commencerai dans un premier temps par remercier monsieur pour sa brillante intervention et d'avoir cité monsieur Muntaga Keïta, qui est un de nos compatriotes, pour le résultat de ses travaux et de ses innovations. La question que je me pose, pratiquement, j'ai fait un master spécialisé expert en sciences des données à l'INSA de Rouen. Je peux vous assurer que depuis mon retour, je n'ai pas utilisé presque 5% de ce que j'ai appris au niveau de la fac. Bien sûr, j'évolue dans le secteur bancaire. Donc, la question que je me pose à monsieur qui vient d'intervenir, quelle est la démarche adaptée pour permettre à nos gouvernements d'intégrer ces programmes d'enseignement de l'intelligence artificielle dans le secteur éducatif et au niveau national? Parce que, à mon avis, nous en avons besoin dans l'Afrique subsaharienne surtout. Merci. Merci pour votre question. Effectivement, la question de l'enseignement et de la formation, c'est une question importante. Je crois qu'en fonction des besoins, les pays africains devraient aujourd'hui développer des formations, davantage des formations sur les métiers du futur, qui sont généralement liés à l'intelligence artificielle, mais aussi sur la question des données qui est essentielle à l'intelligence artificielle. Alors, quand on parle des données, effectivement, il y a la question de la production des données qui doit être prise en compte, la question du traitement des données, la question du stockage des données qui doit être également prise en compte. Mais pour intégrer ces questions dans les formations, ça veut dire qu'il faut également intégrer des spécialistes comme vous dans l'élaboration de ces formations. Il ne peut pas y avoir de formation type qui soit utilisable partout. Ce qu'il convient, je pense, c'est de changer notre façon de travailler. Nous continuons à enseigner comme on nous a enseigné il y a 30 ans, comme on a enseigné nos parents il y a 50 ans.
Mais alors qu'aujourd'hui, le monde change et nous devons adapter nos formations aux outils actuels et aux besoins actuels. Moi, je suis souvent étonné hein, quand je m'en vais dans certains pays africains, pas tous, je continue à voir des étudiants, des personnes en tout cas, ou des étudiants qui travaillent sur des sujets. Parfois, tu te grattes la tête, tu te dis, mais on est quand même en 2023, on continue à travailler, par exemple, sur la presse écrite rurale, quelqu'un qui travaille sur la radio, bien entendu, il y a eu des mutations sur, là je parle du domaine de la communication, qui est le domaine qui est le mien, le domaine de la radio, et très peu de travaux sur les questions du numérique, et surtout pas sur le numérique avancé. Alors qu'aujourd'hui, on devrait être focus sur les questions de big data, sur les questions de robotique collaborative, sur les questions de 5G, sur les questions du cloud. Et c'est sur ces aspects-là que nous devons focaliser nos formations. Mais on n'a réellement pas de réflexion là-dessus. Donc, tout ce que je peux dire, c'est que vous, également, vous avez un rôle à jouer. Je crois qu'on a trop séparé le monde de la formation et de la recherche du monde de l'entreprise. Et aujourd'hui, on se rend compte qu'avec l'intelligence artificielle, si on ne se rapproche pas de l'entreprise, si on ne se rapproche pas des personnes de terrain, on ne peut pas améliorer nos formations. Bien. Merci. On va passer à une question, à la prochaine question. Devant, là. Devant? Ah non, ici. D'accord, ok, très bien. Merci Alain pour la présentation. Juste, je vais partir de votre expression. Vous avez dit qu'en Afrique, nous, on a beaucoup de besoins et on n'arrive pas à les satisfaire et on compte sur l'IA pour y parvenir. Je suis d'accord avec toi, on aura beaucoup de chance peut-être avec l'IA et beaucoup d'optimisme pour y arriver, mais comment la stratégie d'intelligence artificielle, que ce soit par pays africain ou une stratégie mutualisée entre les différents pays, peut arriver à combler ce fossé technologique essentiellement entre nos pays et les pays développés. Ça, c'est le côté positif. Et comment cette stratégie peut nous sécuriser pour éviter que cette nouvelle technologie tombe entre les mains de malveillants et ça peut tourner mal pour l'humanité et pour l'avenir. Merci. Merci beaucoup. Vos deux questions se rejoignent un petit peu. Alors, sans vouloir vous décevoir, je vais peut-être changer de fusil d'épaule hein, pour dire que la technologie n'est pas une panacée. L'intelligence artificielle n'est pas une panacée. L'intelligence artificielle ne va pas régler tous nos problèmes, ne va pas résoudre toutes nos questions. Et pour que ça marche, en tout cas, il faut que cette intelligence artificielle se développe sur un terreau qui est fertile, comme une graine hein, qui se développe sur un terrain sain et sur un terrain fertile. Donc, ça veut dire qu'il y a un travail de fond à faire pour que ça marche. Et si ce travail n'est pas fait, on n'arrivera jamais à combler le gap qui existe. Bien au contraire, ce gap risque de s'élargir davantage. Il peut y avoir encore plus d'écart. C'est pour cela que notre travail, c'est aussi de mobiliser. Et cette mobilisation concerne aussi bien les acteurs politiques que les citoyens lambda, parce que c'est tout le monde qui doit travailler sur la question de l'intelligence artificielle. Je dis souvent, mais je ne sais pas si je peux le dire ici où on a plein d'informaticiens, l'intelligence artificielle, c'est une question trop sérieuse qu'on ne peut pas laisser au seul bain des informaticiens. Ça implique les enseignants, ça implique les philosophes. Même les philosophes ont un mot à dire sur la question de l'intelligence artificielle parce que ça soulève beaucoup de questions éthiques. Et il faut aussi également que les acteurs publics soient sensibilisés. Aujourd'hui, aller faire une enquête auprès des acteurs du public, les acteurs politiques, combien sont réellement sensibilisés sur les enjeux de l'intelligence artificielle, ne fût-ce que les enjeux qui sont liés à notre patrimoine culturel, les questions de découvrabilité aujourd'hui. Essayez d'aller sur Internet, essayez d'aller sur les sites pour visiter les films. Combien de films africains on va vous proposer alors qu'il y a des algorithmes derrière qui sont censés voir votre profil et vous proposer des données, vous proposer des documents qui vous correspondent. Mais non,
On va vous proposer des documents en anglais, des documents américains, des documents français, espagnols, mais très peu de documents africains. Donc, il y a des enjeux culturels qui existent, il y a des enjeux de souveraineté, il y a des enjeux stratégiques. Et il faut qu'on se saisisse de tout cela. Sinon, on passera à côté, on va continuer à se plaindre. On va continuer à se plaindre. Et la souveraineté ne passe pas uniquement par le développement de l'intelligence artificielle. Il faut qu'on soit autonome dans nos stratégies. Je ne dirai pas le nom du pays, mais moi j'ai reçu un pays que je connais qui a mis en place très récemment un code du numérique dans son pays. On m'a envoyé le code du numérique en question. Je l'ai lu. Aucune mention de l'intelligence artificielle. J'ai fait mes remarques. Les remarques ont été prises en compte. Le même pays qui est indépendant a envoyé son code du numérique à l'UNESCO pour que l'UNESCO puisse l'aider à améliorer son code numérique. L'UNESCO me l'a envoyé. On est quand même capable de développer nos propres codes du numérique. J'ai discuté avec un certain nombre d'hommes politiques qui veulent mettre en place des stratégies de l'intelligence artificielle et qui y tiennent beaucoup. Mais qu'est-ce qu'on attend pour démarrer? Un financement étranger. Parce que le pays n'est pas capable de financer la mise en place de sa propre stratégie de l'intelligence artificielle. Comment vous pouvez compter sur l'étranger pour mettre en place votre propre stratégie nationale? Je parle de l'Union africaine qui doit prendre en charge la stratégie panafricaine, mais qui finance l'Union africaine. Plus de la moitié des fonds de fonctionnement de l'Union africaine viennent de l'étranger. Comment on peut se prendre au sérieux? Donc, je crois qu'il y a aussi un effort à faire qui va au-delà de la simple technologie. Il faut qu'on se regarde en face et qu'on voit nos façons de fonctionner, qu'on se dise, bon, maintenant, il faut qu'on arrête, qu'on fonctionne différemment. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question, mais est-ce que ça m'inspire? Merci beaucoup. On va prendre une autre question. Oui, on a un monsieur au milieu. Vous avez le micro, allez-y. Oui, vous avez le micro. Bien. Merci. Pouvez-vous lever, s'il vous plaît? Merci. Bonjour, je suis Abdoulaye Faouzi. Je suis DSI du guichet unique des opérations du commerce extérieur au Cameroun et par ailleurs promoteur d'une start-up qui fait un peu dans l'innovation et accompagne. Vous pouvez bien parler dans le micro, s'il vous plaît? Et accompagne les entreprises dans la transformation digitale. Déjà, je commencerai par féliciter le professeur pour la qualité de l'exposé et surtout commencer mon propos en posant une question simple. Est-ce qu'on a déjà une stratégie pour l'intelligence tout court africaine? Je pense que vous avez dit qu'il faut qu'on se prenne au sérieux et il faut vraiment qu'on aborde les problématiques de la manière qu'il faut. Aujourd'hui, l'intelligence artificielle est un peu comme, si on prend la pyramide de Maslow pour le numérique, le 5e étage. C'est-à-dire quand on a déjà fini le primaire, l'affirmation de soi, etc. Et on arrive à se déterminer, c'est-à-dire un peu une partie de luxe, si je peux dire ça comme ça. Cependant, d'un autre côté, le numérique est le seul, surtout sur la partie soft, où votre enfant de 3 ans à la maison est exactement au même pied d'égalité que l'enfant de 3 ans qui est aux États-Unis. À la seule différence que l'un a un environnement qui ne lui facilite pas l'accès à un certain nombre d'infrastructures. Et c'est là où, lorsque vous avez abordé la question de la mutualisation des ressources, ça m'a interpellé. Mais je dis, de quelles ressources on parle en fait? Je vais prendre le cas de mon pays, où nous avons tout un programme d'enseignement supérieur, financé à 73 milliards de francs CFA, s'il vous plaît, pour fournir aux étudiants du Cameroun des machines qui n'ont même pas une capacité de stockage de 32 gigas. 73 milliards. J'ai fait un benchmark
une usine de production d'eau, c'est 2 milliards de francs CFA. Vous voyez un peu le nombre d'usines qu'on est allé donner aux Chinois pour venir nous donner des équipements qui ne correspondent pas aux réalités. Donc, ma problématique, en fait, c'est qu'aujourd'hui, il faudrait qu'on s'interroge sur ce que veulent nos politiques. Parce que c'est ça le fond, le niveau 1. À ce niveau, on n'a pas encore réglé le problème. Et par rapport à notre stratégie numérique nationale de chaque pays, on est encore, surtout en Afrique subsaharienne, à des moments où toute la décision, j'ai vu mon jeune compatriote qui se démène comme il peut, demander un peu sa cote au pays. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun cadre pour mettre en exergue tous ces talents. Et évidemment, ça développe des frustrations qui poussent les intelligences à chercher des cadres où on va s'exprimer. J'espère que le professeur n'est pas dans ce cas, mais aujourd'hui, je pense que nous avons un travail de fond, et j'interpelle surtout la diaspora pour cette stratégie. C'est la diaspora qui doit sincèrement dire aux tout jeunes que ne venez pas ici pour développer ce que vous avez développé. Parce que ta grand-mère au champ, elle a besoin d'optimiser sa façon de faire le foufou. Elle a besoin d'optimiser son rendement au mètre carré. Et c'est là où je voulais montrer les outils. Et Dieu merci que 80% de ces outils sont encore dans le domaine du libre. Ça veut dire qu'accessible à celui-là qui a juste une connexion Internet, plutôt que de l'aide finir ses gigas sur TikTok, il peut progressivement orienter ses gigas pour acquérir cette connaissance et aider sur les business cases qui correspondent à nos réalités. Voilà, je ne sais pas si c'est un plaidoyer ou si c'est une question, mais je voudrais vraiment attirer l'attention sur ces aspects-là. Pour terminer, on va... Peut-être qu'il y a quelqu'un d'autre qui voudrait intervenir, donc on va accélérer, désolé, on va aller un peu plus vite. Là, mais pour répondre à votre question, si vous avez vraiment besoin de communiquer avec les jeunes, notamment au Cameroun et ceux qui sont de l'innovation, il y a un support qui est super extraordinaire dans lequel vous allez vraiment vous retrouver parce que on a réussi à transférer le Cameroun là-dessus, c'est Twitter. Vous faites hashtag Twitter 237. Je peux vous dire que vous avez accès à tous les jeunes Camerounais, notamment les innovateurs que moi j'ai connus comme ça, pour vraiment faire passer votre message, faire passer votre plaidoyer. Parce qu'on sait très bien que les problèmes... Rassurez-vous, madame, sans vous couper, je vous ai dit, je suis promoteur d'une start-up et je suis membre de la Camertech, qui est en fait le réseau, le plus grand réseau regroupant les incubateurs qui encadre ces jeunes. C'est pour vous rassurer que l'accès à ces informations, donc la problématique que je posais était structurelle et au-delà de ces initiatives personnelles d'aller les chercher, il faut qu'il y ait un cadre qui les mette en exergue. Voilà. Ok, très bien. Monsieur professeur Alain Kindou, vous avez un complément d'information? Non, mais je pense que c'est beaucoup plus un apport à la communication qui a été faite que monsieur vient de réaliser. Mais je voudrais quand même le rassurer pour ne pas terminer sur une note pessimiste, que sur la question de la mutualisation, le Cameroun, pays que je vais rejoindre bientôt, puisque je suis parti, mais maintenant je reviens en Afrique. Là, dans 2 semaines, je serai installé au Cameroun pour d'autres fonctions. Et il y a un exemple de mutualisation intéressante. Je ne sais pas si vous connaissez l'université de Songmelima, l'université technologique qui est à la frontière du Congo et du Cameroun. C'est une université qui a été créée et financée par les 2 pays et qui permet aujourd'hui de former les cadres en matière de technologie, aussi bien du Congo-Brazzaville et du Cameroun. Je pense que c'est un exemple, mais c'est ce genre de mutualisation qu'on
qu'on attend. Là, on est dans le domaine de la formation, mais on peut aller encore plus loin. Merci beaucoup. Une dernière question? Oui, moi, merci. Oui. Ah oui, il y avait un monsieur. Ah oui. Je sais pas, les deux personnes qui ont le micro, d'accord, très bien. Donc, il y a vous et le monsieur qui est près de la porte, là, et après, on clôture. Voilà. D'accord, merci. Je suis Charlemagne Guessan, DSI d'une compagnie de réassurance en Côte d'Ivoire. Je voudrais remercier le professeur pour son brillant exposé. Vous avez parlé de mutualisation des stratégies. Justement, à ce propos, j'ai une question concrète. Je voudrais savoir vos rapports en tant que président du réseau de recherche francophone sur l'IA avec justement la FRIA, qui est l'agence francophone de l'intelligence artificielle. Voilà. Quels sont vos rapports? Merci beaucoup. Mes collègues de la FRIA sont là. Le réseau de recherche francophone sur l'intelligence artificielle intervient au niveau francophone. Et c'est un réseau qui fait partie de la francophonie, donc de l'agence universitaire de la francophonie. Et l'AFRIA est une association régionale qui est membre du réseau de recherche francophone sur l'intelligence artificielle, membre fondateur même. Et donc, nous travaillons ensemble en synergie sur ces questions qui sont liées au développement de l'intelligence artificielle. Mais sauf qu'on n'est pas focalisé au niveau, nous on est focalisé au niveau francophone et l'AFRIA au niveau francophone, mais ça ne nous empêche pas de travailler ensemble. Donc la dernière question du coup, monsieur. Voilà, et après c'est fini. Merci, madame. Donc, Maled Marakch de Tunisie. Merci, professeur, pour votre conférence. Je voudrais effectivement vous féliciter d'avoir bien mis en évidence le fait que l'intelligence artificielle, ce n'est pas une question, une problématique technique, c'est réellement une rupture qui transversale, qui touche tous les domaines et qui a des implications et des incidences tant sur le plan scientifique, bien évidemment économique, mais aussi social et humain. Et vous avez évoqué le SMSI 2003-2005, qui était une réponse internationale qui voulait traiter du problème du digital divide. Alors, je vous dis qu'aujourd'hui, je voudrais avoir votre sentiment par rapport à cela. Nous sommes en train de vivre un AI divide, notamment par rapport au développement de l'intelligence artificielle tout azimut dans différents domaines. Et juste pour votre information, si vous n'avez pas cette information, j'ai eu l'occasion de suivre un peu les travaux à l'échelle africaine par rapport à l'IA, qui remonte à 2019, où il y a eu un comité qui a été mis en place. Et après, sous la présidence égyptienne de l'Union africaine, il y a eu un travail pour travailler effectivement sur un cadre africain de l'intelligence artificielle. Et puis en 2021, il y a eu un plan directeur AI for Africa qui a été donc initié à l'échelle africaine, qui propose 6 principes sur lesquels on peut travailler pour effectivement développer des stratégies nationales d'intelligence artificielle qui sont des éléments extrêmement importants du fait que c'est un contexte transversal, mais aussi qui évoque une rupture par rapport à un certain nombre de points sur le plan social, humain, technologique, économique et autres. Merci. Merci beaucoup pour cette information que j'avais déjà, mais de façon pas approfondie. Je sais effectivement que l'Union africaine, vous avez dit l'Union africaine ou les Nations unies? Oui, l'Union africaine, en collaboration avec la CEA, je pense, la Commission économique des Nations unies pour l'Afrique, travaille effectivement pour la mise en place d'un cadre de l'intelligence artificielle pour l'Afrique. J'ai voulu m'associer à ces travaux, mais pour l'instant, je n'ai pas encore été intégré dans ce dispositif. Hein. Donc, je viendrai vous voir après pour discuter et si vous avez des contacts plus précis à me donner de façon à ce que je puisse participer à ces travaux qui me semblent importants.
Mais ce que je peux ajouter aussi, c'est que c'est dans ce cadre également qu'on a mis en place le Centre africain de recherche sur l'intelligence artificielle qui est basé à Brazzaville, hein, qui est financé par la Commission économique, la Commission des Nations Unies pour l'Afrique, qui est censé être un centre qui devrait également fédérer les recherches africaines sur l'intelligence artificielle, mais pour l'instant qui est encore en train de démarrer. Voilà, merci beaucoup pour votre contribution. Merci beaucoup, professeur Alain Kihindou. Donc, c'était la dernière question. Est-ce qu'on peut applaudir pour le professeur Alain Kihindou pour sa brillante démonstration? Merci beaucoup. Alors, nous